qu'ils veulent, ils ne maîtrisent pas la situation. Et l'État est obligé de prendre un certain nombre de mesures particulières. Alors, parce qu'il y a la sauvegarde, de façon générale, la protection de la santé des populations qui doit intervenir. Maintenant, il faut faire la balance. C'est pourquoi j'ai venu sur les mesures tout à l'heure. Il faut faire la balance entre la protection et le respect des libertés et la protection, n'est-ce pas, de la santé des populations. Et il me semble que dans l'échelle des valeurs, dans une situation d'urgence, je dis bien dans une situation d'urgence, je ne parle pas de situation normale, une situation d'urgence, à l'échelle des valeurs, c'est la protection de la santé qui doit primer sur les libertés. Ça, il faut que les gens l'acceptent. Sinon, en réalité, on va vers le chaos. Maintenant, ces mesures qui sont prises l'ont été, d'après moi ce que j'ai entendu donc dans la presse, disons à partir des recommandations du corps médical. Je me suis dit que le corps médical doit avoir des informations que moi je n'ai pas. Donc je ne peux pas discuter de la pertinence, n'est-ce pas, de ce que le corps médical dit. Maintenant, ce qu'il faut constater simplement, c'est que ces mesures qui sont prises concernent Dakar et Thiès, parce que le président de la République, dans son adresse, a dit que 90% des cas concernent Dakar et Thiès. C'est là que je voulais en venir. 2 régions seulement concernées par cet état d'urgence assorti d'un couvre-feu. L'État ne devrait-il pas prendre son courage à 2 mains, mettre toutes les régions sur un même pied? Vous savez, gérer un pays, c'est compliqué. La première, disons, la dernière fois lorsqu'on a proclamé l'état d'urgence, vous avez vu tout ce qui s'est passé et tous les drames que cela a entraîné au plan économique. Alors si on refait la même chose, il risque d'y avoir fait des situations compliquées que l'État pourrait difficilement maîtriser. Et je crois, je dis bien je crois, que l'État a choisi la progressivité, en disant je commence déjà par les 2 régions les plus touchées et peut-être progressivement, en fonction de l'évolution de la situation, je vais étendre l'état d'urgence. Moi, cela me semble être plus sage dans la situation actuelle parce qu'il faut tirer les leçons de la première proclamation donc, de l'état d'urgence, de cette première vague. C'est pourquoi je pense que cette mesure en elle-même peut sembler discriminatoire, mais je considère que si cela permet de faire en sorte que là où la pandémie est la plus importante, qu'on puisse contenir cette pandémie, cela pourra avoir une incidence sur le reste de la population. Et maintenant, j'imagine que si il y a un développement dans d'autres régions, comme les régions de Diourbel, de Kaolack, etc., que l'on puisse étendre l'état d'urgence. Et maintenant, pour l'état d'urgence, le contenu, c'est qu'il faut souvent que les Sénégalais comprennent que l'état d'urgence, c'est un régime général de restriction des libertés. Et le couvre-feu, ce n'est qu'un élément. Et cet état d'urgence doit faire en sorte que l'on puisse contenir, n'est-ce pas, le risque, l'on puisse contenir le danger qui nous menace. Et actuellement, c'est ce danger-là. C'est pourquoi moi, je pense qu'il faudrait, dans une situation comme celle-là, que l'on puisse faire confiance aux hommes de l'art, puisque c'est eux qui conseillent les autorités pour que l'on puisse voir ce que ça va donner. Et d'ici une semaine, on pourra faire une première évaluation pour voir si la mesure était la bonne ou pas. Alors, cela nous amène à évoquer la gestion de la pandémie. Vous l'avez déjà démarré d'ailleurs. Comment vous la jugez? Une gestion quelque peu appréciée par certains, même si le point noir demeure la controverse autour des fonds Force Covid-19, l'aide alimentaire qui a été financée à hauteur de 69 milliards de francs CFA dans le cadre du programme de résilience économique et sociale. Oui. Les Sénégalais s'intéressent surtout à cette question du fonds Force Covid. Alors le fonds Force Covid, d'après ce que j'ai compris, c'était juste pour d'abord aider les populations qui sont impactées par la Covid-19, n'est-ce pas, et maintenant faire en sorte que l'économie puisse redémarrer, et ceci est accompagné bien sûr du plan de résilience et de ce qu'ils appellent le PAP 2. Donc ce qui veut dire qu'il y a un programme global pour tenir compte à la fois des aspects sanitaires et des aspects économiques. Maintenant, la gestion des fonds, c'est une question qui est sensible, parce qu'au Sénégal, on est très, n'est-ce pas, sensible à cette question de la gestion des fonds. Je crois que ces fonds doivent toujours être gérés de façon transparente. Nous, c'est notre position depuis toujours. Il faut la transparence dans la gestion des fonds. L'ont-ils été à votre avis? Alors, ce que je ne peux pas me prononcer parce que je ne maîtrise pas de façon très précise comment ces fonds ont été gérés. C'est simplement qu'on a mis en place un groupe avec une personne apparemment neutre
qui doit pouvoir gérer ces fonds, et je crois que c'est à partir d'un bilan de l'utilisation de ces fonds que l'on peut vraiment juger de la transparence ou non de ces fonds. Maintenant, on a dans notre pays, et ça je trouve que c'est extrêmement important, beaucoup d'organisations très très vigilantes sur cette question-là, de la transparence. Il faut que ces organisations suivent de très près et puissent intervenir et saisir les autorités compétentes lorsqu'on constate qu'il y a des manquements. Le cas Mansour Faye, qui disait que l'OFNAC ne peut pas le convoquer. Oui, mais je pense qu'il est revenu sur cela. À mon avis, il avait une mauvaise lecture de la loi, parce que la loi dit qu'on peut convoquer toute personne qui est susceptible en fait d'apporter la vérité. Donc je pense dans le texte qui régit l'OFNAC, c'est clair. Bon, sur ce plan-là, le ministre n'a pas tout ministre, je ne parle pas seulement de lui, tout ministre n'a pas un privilège de ce point de vue-là. Le privilège qu'il a, c'est pour le jugement. Mais pour entendre la personne et ensuite lui poser un certain nombre de questions, il n'a pas ce privilège-là. Donc je pense que ça ne devrait plus poser de problème particulier. Et lui-même l'a reconnu. Il a reconnu quand même que c'était une position qui n'était pas tout à fait la bonne position dans la situation actuelle. Surtout qu'à l'heure actuelle où on est dans une phase de suspicion généralisée, il faudrait pouvoir se mettre à la disposition des organes de contrôle et éclairer les Sénégalais, puisque c'est ce que les Sénégalais attendent. En effet, qu'a produit la crise sanitaire, une modification annoncée de la loi relative à l'état d'urgence et à l'état de siège, la loi 69-29 du 29 avril 1969. Demain, l'Assemblée nationale va examiner le projet de loi. Est-ce que les explications fournies vous convainquent? Alors, disons que ce que j'ai retenu de ces explications, c'est de dire qu'on a une loi qui régit l'état de siège et l'état d'urgence et qui ne prend pas en compte d'autres situations comme la situation sanitaire en tant que telle, et que cette loi prévoit d'une manière générale que si on décrète l'état d'urgence, il faut le faire dans un délai déterminé et ensuite il faut que l'Assemblée reprenne, n'est-ce pas, ses droits en la matière. Donc il faut que l'Assemblée puisse elle-même proroger. Alors, les autorités pensent que devant cette situation-là, il y a urgence. Et s'il y a urgence, il y a des lourdeurs en ce qui concerne l'Assemblée. Parce que l'Assemblée, vous le savez, il faut saisir l'Assemblée, la conférence des présidents, la commission technique, la plénière, etc. Ils pensent que cela peut entraîner des lourdeurs. Ça, c'est l'argumentation qui a été donnée. Maintenant, moi, je me situe à un autre niveau. Je me suis dit, bon, lorsqu'on est dans des situations compliquées, en général, les États prennent un certain nombre de mesures qui sont attentatoires aux libertés. Et ça, c'est valable partout. Je ne sais pas si vous avez vu le Patriot Act aux États-Unis, vous avez vu la loi en Grande-Bretagne, les lois qui ont été votées en France, mais ici en Afrique, au Niger, au Nigeria, pour lutter contre le terrorisme. C'est effarant. Cela veut dire qu'on remet en cause tous les principes de base du droit pénal pour pouvoir attaquer, pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Et pour les grands pays, on ne dit rien. On va constater que l'état de droit est remis en cause. On va constater que les libertés sont remises en cause, mais on ne dit rien. Vous savez, les États-Unis ont une loi qui leur permet d'arrêter des personnes, de les mettre en prison et de les juger quand ils veulent, comme ils veulent. Et personne ne dit rien. Ce qui veut dire qu'à certains moments donnés, il peut y avoir des situations comme celle-là. Alors ces situations doivent pouvoir, pour les pays comme les nôtres, être encadrées. Mais comment? Être encadré, ça veut dire qu'il ne faut pas que l'autorité qui prenne la décision puisse avoir un pouvoir discrétionnaire pour prendre la décision. L'autorité doit pouvoir le faire en fonction de l'existence d'une situation de gravité telle qui doit pouvoir être appréciée par la suite. Parce que si on est dans un état de droit, il faut vous dire qu'on doit respecter les libertés, mais c'est le juge en dernière instance qui va se prononcer. Donc il faut que l'on puisse déterminer les conditions dans lesquelles cet état d'urgence sanitaire, je vais l'appeler comme ça, va pouvoir être décrété. Ça, c'est la première chose. Il faut que les circonstances existent réellement. Et ensuite, les mesures qui sont prises doivent être des mesures qui doivent être nécessaires, donc nécessitées par les circonstances de l'espèce. Et tout ceci doit pouvoir être contrôlé par l'autorité judiciaire au final. Mais pendant toute la durée, les organisations donc de défense des droits doivent pouvoir être là pour dire oh là, parce que c'est comme ça que cela marche. Parce que, comme je vous le disais au départ, il y a
dans cette échelle, là, les libertés individuelles, mais il y a aussi la protection de toute la population. Respecter la liberté de quelqu'un si cela conduit à ce que plusieurs personnes perdent leur vie, je crois qu'il y a un choix facile à faire. Et de ce point de vue-là, il faut que les gens reviennent à eux. Et c'est ça mon point de vue personnel, mettre de côté en fait ces luttes d'intérêts qui sont en train d'être développées sur cette question. On est en train de dire, non, au fond, le président, il veut avoir tous les pouvoirs pour faire ce qu'il veut. Justement, vous craignez que ce ne soit une porte ouverte à un autoritarisme? Justement, c'est ça que je suis en train de dire. Il faut que ça soit encadré. Il faut que dans le texte qui doit être voté, qu'il y ait des garde-fous à tout cela. Sinon, en réalité, on peut invoquer cet état-là quand on veut, comme on veut. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Il faut que la durée soit bien déterminée. Il faut que les conditions soient bien précises et qu'il faut un contrôle des citoyens et un contrôle juridictionnel à la fin pour que cela puisse marcher. Mais on ne peut pas rester là à se dire, bon, il ne faut rien faire parce que ça va violer les libertés. Si on ne fait rien, si cela conduit à des morts de plus en plus importantes. Donc vous voyez, moi je pense qu'il faut que une certaine mesure, un certain équilibre dans cette affaire-là. Maintenant, le débat sur les intentions du président... Dans le nouvel article 24, sauf s'il y a amendement, l'on parle d'un mois renouvelable une seule fois. Je dois dire que je n'ai pas encore vu le texte en tant que tel, mais ça c'est déjà une limitation. Ça veut dire qu'on ne peut pas le faire de façon indéfinie. Ça c'est déjà une première chose. Voilà. Et maintenant, le renouvellement doit pouvoir se faire à partir de l'analyse, de l'évolution de la situation. Je pense que c'est comme ça, personnellement, qu'il faut pouvoir lire la chose. Je dois d'ailleurs ajouter qu'il y a eu un débat, et même un de nos maîtres, le professeur Zouanke, est intervenu pour dire qu'il fallait modifier le texte de la Constitution. Alors, pour cela, il faut bien comprendre que la Constitution dit, dans son article 67, je crois que pour l'état d'urgence, on peut le décréter pour 12 jours, mais pour la prorogation, il faut l'Assemblée nationale. Mais c'est pour l'état d'urgence et l'état de siège. Maintenant, eux, ils veulent ajouter un autre régime différent de l'état d'urgence et de l'état de siège. Alors, techniquement, on aurait pu adopter un autre texte. Parce que l'état d'urgence n'est pas nécessairement dans les constitutions. Il y a des pays où ce n'est pas dans la constitution. En France, ce sont des lois qui régissent l'état d'urgence et l'état de siège. Ça peut ne pas figurer dans la constitution. Donc à ce moment-là, techniquement, on aurait pu avoir une loi différente. Ou alors, si on applique cette loi et qu'on décide d'élargir le champ de cette loi, on va au-delà de ce que dit la constitution. Et personnellement, si je devais intervenir, j'adopte une loi différente, un état spécifique, particulier, et qui concerne les cas de calamité naturelle et de calamité sanitaire d'une manière générale, et on détermine un régime, ce qui ne sera pas contraire à la Constitution. C'est ce qui est dit dans le nouveau projet de loi. Voilà. Si c'est ce qui est dit, ils essaient de prendre des mesures, des précautions pour éviter l'inconstitutionnalité de la loi. Voilà. Alors, au final, on assistera à une concentration de tous les pouvoirs autour du chef de l'État. Un danger pour la démocratie et l'État de droit? Non. On n'assistera pas à une concentration de tous les pouvoirs. Non, il faut vous dire que c'est une situation exceptionnelle. C'est seulement en période exceptionnelle que cela intervient. Et je dois d'ailleurs vous dire, parce que souvent, lorsqu'on analyse les questions, on ne prend pas toujours en compte toute la situation. Dans notre Constitution, il y a également un texte qui est encore plus, concentrationnaire, si on peut le dire, n'est-ce pas? C'est l'utilisation par le président de ses pouvoirs exceptionnels. On dit que lorsque la nation est en danger, donc je prends simplement la formule globale, tous les pouvoirs reviennent au président de la République qui, après, il informe simplement le président de l'Assemblée, le Conseil constitutionnel, et ensuite il prend ses mesures dans tous les domaines, des mesures qui sont du domaine de la loi, etc. Et ce régime-là existe dans notre pays. On ne l'a jamais appliqué. Ça existe. Donc il faut que, lorsqu'on analyse ces questions, qu'on prenne le soin de regarder toutes les situations. Cette situation-là, elle est simplement une situation ponctuelle, particulière. Il s'agit de régler une crise sanitaire. Et c'est dans le cadre de règlement de cette crise que ces mesures doivent être prises.
Au-delà, on ne peut plus prendre de mesures. Et ensuite, ces mesures qui sont prises par le président sont contrôlées. J'ai dit tout à l'heure que non seulement les populations peuvent contrôler, les organisations peuvent contrôler, mais le juge peut contrôler toute personne qui a été atteinte à la possibilité de saisir les autorités compétentes, notamment le juge. Donc il faut qu'on aborde les questions aussi comme cela. Mais si on dit dès le départ que le président concentre entre ses mains tous les pouvoirs, ce n'est pas tous les pouvoirs, ce sont des pouvoirs de police, n'est-ce pas, en ce qui concerne la gestion de la crise. Mais les autres pouvoirs de l'Assemblée, du pouvoir judiciaire, restent à l'Assemblée et au pouvoir judiciaire. Donc il faut qu'on sache raison garder sur cette question-là. Alors, parlons politique à présent. Pape Debassi, secrétaire général de l'UDF Mbolomi, oui. On ne vous entend presque plus. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il faut dire que depuis un certain temps, voilà, on est dans une dynamique particulière. Je vais y revenir. Et ces derniers temps, là c'est volontaire, on avait décidé de limiter les activités depuis un an à cause de la pandémie. Mais vous savez bien que si vous suivez l'actualité, qu'on a tenu un congrès. Et vous savez, les partis qui tiennent les congrès ne sont pas très nombreux. Donc vous voyez, un parti comme le nôtre, nous ne sommes pas un parti de gouvernement, n'est-ce pas? Nous vivons avec nos propres moyens. Nous vivons avec nos propres moyens. Vous êtes toujours membre de Benno Bokk Yakaar? Je vais y revenir. Vous allez tout à l'heure certainement parler de la question des financements des partis, on y reviendra. Mais nous vivons avec nos propres moyens. Et si nous vivons avec nos propres moyens, il est sûr et certain qu'il y a un certain nombre de limites objectives à l'action que nous sommes en train de mener. Mais nous pensons que ce qui est important dans la situation actuelle, c'est d'avoir des convictions, de se dire que la lutte politique, c'est un combat. Et ce combat-là, il faut le mener autour de convictions. Et nous, nos convictions, c'est qu'il faut que dans notre pays, qu'on puisse arriver à ce que les populations puissent non seulement manger à leur faim, mais atteindre un niveau de développement individuel. Et au niveau africain, notre position, c'est qu'il faut une fédération africaine. Et ce sont ces convictions que nous défendons chaque fois que nous intervenons sur le terrain politique. Le parti est membre de la Confédération pour la démocratie et le socialisme, la gauche, n'est-ce pas? Et nous travaillons aussi avec ces camarades de la gauche à faire en sorte que les points de vue, n'est-ce pas, qui ont toujours été les nôtres, donc de défense des plus démunis, donc de défense de la justice, n'est-ce pas, de la démocratie, soit on continue à le faire. Seulement cette gauche au Sénégal est fissurée, une gauche d'opposition, une gauche de pouvoir. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai et c'est le lot du Sénégal, je le constate. Et pour le regretter, je le constate pour le regretter, il y a une gauche du pouvoir, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dans le mouvement d'évolution de la gauche, il y a toujours eu des fissures, parce qu'il y a toujours eu des combats et des luttes, n'est-ce pas, au plan idéologique, mais quelquefois, ce sont des questions de simples tactiques qui opposent les gens. Actuellement, beaucoup qui sont au pouvoir et dans l'opposition, ce qui les oppose, c'est une question tactique. Est-ce qu'il faut être avec le pouvoir ou pas? Ça, c'est pas une question stratégique ni idéologique, c'est une question tactique, politique. Alors, c'est ça qui oppose souvent les forces de gauche, ça, on le constate. Mais ce que je veux dire, c'est que si nous avons gardé toujours les mêmes convictions, nous continuons dans cette direction-là. Et c'est ce que nous essayons de faire avec la CDS. Nous sommes également dans Benno Bokk Yakaar, depuis le départ, et il n'y a pas eu de changement par rapport à cela. Parce que Benno Bokk Yakaar, ici, c'est une alliance tactique pour nous. Nous ne sommes pas des libéraux dans Benno Bokk Yakaar, il n'y a pas que des libéraux, tout le monde le sait. Alors, mais nous pensons que à un moment donné, dans une situation déterminée, on fait une analyse de la situation et on se dit voilà ce qu'il faut faire pour le pays. D'autres peuvent ne pas être d'accord. Est-ce que vous voyez? Mais on se dit, si on pense que c'est cela, il faut travailler dans cette direction-là. Mais en ayant, bien sûr, en gardant nos convictions. Cela veut dire que si on n'est pas d'accord avec quelque chose, on le dit. Et ça, nous le disons publiquement partout où nous sommes. Aujourd'hui, quelle est l'analyse que vous avez faite de la gestion de Benno Bokk Yakaar? Est-ce que tous les partis sont logés dans la même enseigne? Oui, mais les partis ne peuvent pas être logés dans la même enseigne. Parce que vous savez, la vie politique aussi, c'est un combat, c'est une compétition. Et la politique, c'est un rapport de force. C'est un rapport de force. Nécessairement, tous les partis ne peuvent pas être mis au même niveau. Il y a simplement ce qu'on appelle l'égalité de dignité
entre les partis, mais il y a une inégalité de la représentation des partis. Et cela, il faut le constater, le regarder froidement, parce que la politique, c'est aussi l'art de prendre en compte les réalités. Sinon, on risque de rester dans des développements qui n'ont rien à voir avec la réalité. C'est cela. Maintenant, dans Benno Bokk Yakaar, il y a eu, c'est une évolution particulière depuis les élections, avec les différentes alliances qui ont été menées, avec les partis qui avaient présenté, ou les coalitions qui avaient présenté des candidats, et d'autres qui sont venus par la suite. Et maintenant, Benno Bokk Yakaar est en train de se transformer. Justement, c'est là que je voulais en venir. Benno Bokk Yakaar qui s'est élargi, c'est notoire, il faut le dire, c'est des partis qui ont combattu le régime, qui ont rejoint Benno Bokk Yakaar, cette coalition présidentielle. Vous l'appréciez comment? Idrissa Seck, par exemple, et Omar Sarr. Bon, je ne, vous devez vous en douter, ne fais jamais d'analyse à partir de personne. Hein, je constate simplement que c'est des forces. Il y a Rewmi, il y a peut-être une partie du PDS, voilà, qui viennent et qui étaient, bien sûr, avec le président de la République dans le PDS. Ce que moi je constate simplement, c'est qu'il y a une volonté, premièrement du président, n'est-ce pas, de renforcer sa majorité pour pouvoir continuer, n'est-ce pas, à contrôler le pays. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, une volonté, n'est-ce pas, de faire en sorte que les organisations libérales, n'est-ce pas, puissent se retrouver autour de lui. Ça, c'est une analyse objective que nous faisons. Nous disons tout simplement que tant que les objectifs, tant que les programmes, tant que les actions sur lesquelles nous sommes tombés d'accord pour être dans la coalition sont respectées, respectons la coalition. Si ce n'est plus le cas, on n'est plus dans la coalition. Je crois que c'est comme ça que nous abordons les questions de façon claire et nette. Alors, pour le président Sall comme pour Idrissa Seck, c'est le dialogue politique qui a conduit à ces retrouvailles, même si l'on évoque aussi la crise économique née de la pandémie. Seulement les deux hommes se rencontraient en parallèle. Idrissa Seck l'a d'ailleurs avoué. Est-ce que le dialogue politique n'est pas dévoyé? Est-ce qu'il n'est pas sacrifié sur l'autel des intérêts des uns et des autres? Écoutez, il y a des choses que moi que j'ignore. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant tout cela. Je ne sais pas en fait quels étaient au fond tous les éléments qui tournaient autour ou qui étaient en dessous du dialogue. Je dis, je ne sais pas. Ce que je peux dire simplement, c'est que lorsqu'on dit à un certain moment donné qu'il faut dialoguer, à un moment donné, ça veut dire que le président a été élu. Ensuite, il a décidé d'appeler tout le monde pour qu'on discute des problèmes du pays. Alors, discuter des problèmes du pays, c'est les problèmes politiques, c'est aussi les problèmes économiques et sociaux. Maintenant, s'il avait en vue autre chose, j'avoue que je ne sais pas. Pour dire vrai, je vais être honnête, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Mais ce que je constate simplement, c'est que le dialogue est arrivé à un certain stade. Et que, d'après les informations que j'ai, parce que je ne fais pas partie du comité qui discute, il y a eu, je crois, une vingtaine, 25 points d'accord, je crois, hein, sur 27 ou 23 sur 25, je ne sais plus exactement. Ça veut dire qu'il y a eu des discussions, il y a eu des accords, il y a eu des négociations qui ont été faites. De ce point de vue, on ne peut pas dire que le dialogue est dévoyé. Piégé. Maintenant, ce que vous voulez dire, c'est qu'on a profité du dialogue pour faire autre chose. Moi, je pense que si le président voulait vraiment faire appeler ces personnes, il aurait pu le faire sans passer par le dialogue. Sans passer par le dialogue. Et bien sûr, si vous pouvez discuter avec quelqu'un pendant longtemps, ils ont dit qu'ils discutaient depuis très longtemps, donc ils auraient pu discuter depuis très longtemps et s'accorder sans qu'il y ait dialogue. Maintenant, sans qu'il y ait dialogue. Maintenant, ce que je veux dire simplement, c'est que ces éléments du dialogue doivent pouvoir être retenus et appliqués, parce que ce sont des éléments qui sont utiles pour le pays. Et je pense qu'on devrait même continuer pour tout ce qui touche les questions économiques. Maintenant, par exemple, la gestion du pétrole, avec tout le tollé que cela a fait, si on a un dialogue avec tout le monde et qu'on discute de la gestion transparente et vertueuse du pétrole, cela devrait être pris en compte dans le dialogue national. Voilà, c'est ça. Au-delà donc je veux dire, au-delà des questions politiques, on devrait pouvoir aller vers cette discussion-là, parce que ça me semble important pour le pays. Les questions d'environnement, qui sont des questions nationales, internationales, on devrait pouvoir en discuter. Les questions foncières,
foncière, etc. Donc toutes ces questions-là qui intéressent le pays, à mon avis, on devrait pouvoir en discuter, et pas seulement du fichier électoral, et pas seulement du processus électoral et autres. Donc vous voyez, maintenant, pour revenir à à la question, franchement, je pense que ce serait vraiment, à mon avis, peu élégant d'utiliser le dialogue pour pouvoir faire des retrouvailles, parce qu'on aurait pu faire les retrouvailles sans véritablement passer par le dialogue politique. Vous voyez, et ça, je le crois, parce que ce sont des personnes qui se connaissent, n'est-ce pas, qui ont un vécu et qui peuvent se retrouver quand ils veulent. Et vous savez, je vais vous dire une chose, les hommes politiques se ressemblent. Rien ne ressemble plus à un homme politique qu'un autre homme politique. Voilà. Plus clairement, le dialogue parallèle porte un coup au dialogue politique. Non, pas vraiment. Pas vraiment, parce que le dialogue lui-même arrivait à des résultats. Ça n'a pas porté un coup, parce que c'est arrivé à des résultats. S'il n'y avait aucun résultat, là, on aurait pu dire que ça porte un coup au dialogue. Il y a des résultats. Et ces résultats, si on les traduit en actes, cela va pouvoir avoir des incidences sur le développement du pays. On continue avec le processus électoral, avec l'audit du fichier, ça veut dire qu'on est en train de terminer. Justement, l'audit du fichier électoral, un problème qui revient toujours, la fiabilité du fichier. Un cabinet a été choisi, des auditeurs indépendants désignés. Aujourd'hui, que faire pour que cette question soit définitivement résolue? Moi, je suis en train de me poser des questions. Je me dis, est-ce qu'il y a un problème du fichier électoral? À chaque élection, en tout cas, le problème est évoqué. Oui, c'est évoqué. Mais en réalité, on a eu un fichier électoral. Cela a permis l'alternance en 2000. On a eu un fichier électoral. Cela a permis l'alternance en 2012. On a toujours un fichier électoral qu'on a revu en 2017 et qui a permis en fait à ces élections d'y aller. Et en 2014, vous le savez, le pouvoir a perdu la ville de Dakar avec le fichier électoral. Mais je suis en train de me poser des questions en disant, mais où est le problème? Parce que le fichier, si on le comprend bien, c'est l'ensemble, n'est-ce pas, des électeurs qu'on retrouve maintenant dispatchés dans des bureaux de vote, etc. et tout. Maintenant, ce qu'il peut y avoir, c'est de dire qu'on peut utiliser le fichier électoral pour peut-être faire des doublons ou faire voter des morts. Mais avec le système maintenant digital, numérique, tout ce que vous voulez, ces questions sont limitées. Ces questions sont limitées au strict minimum. Or, en matière électorale, il y a ce qu'on appelle l'influence déterminante. Ça veut dire que même s'il y a quelques fraudes, si ces fraudes-là ne sont pas susceptibles de remettre en cause le résultat des élections, on n'en tient pas compte. Et c'est ce qui se passe. Et je ne pense pas qu'il peut y avoir des fraudes massives. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir d'irrégularité et de fraude. Je dis qu'il peut y avoir de fraudes massives susceptibles de remettre en cause le résultat d'une élection. C'est ça que je dis. Si on regarde le processus électoral depuis 1990 et comment progressivement on a construit notre système électoral, pour être sérieux, le fichier, à mon avis, c'est un faux problème. Fichier fiable selon vous? Pour moi, le fichier est fiable, pas à 100%. D'ailleurs, la dernière revue du fichier, il y a quelques années, ils avaient dit que c'était fiable à 98%. Mais c'est largement suffisant. Fiabilité qui a été rejetée également par certains partis de l'opposition, comme le Parti démocratique sénégalais, qui parlait d'un fichier piégé. Oui, mais le Parti démocratique sénégalais a été membre, a dirigé le pays pendant un certain temps. Ils savent peut-être ce qu'ils disent. Ça, je ne sais pas. Peut-être qu'eux-mêmes, ils ont piégé le fichier, je n'en sais rien. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que le fichier, lorsque on l'établit et on fait en sorte que tout le monde puisse accéder au fichier au moment où il le faut, il n'y aura pas de problème. Ce que je veux préconiser simplement, que ce fichier puisse être accessible à tout le monde. Je dis bien à tout le monde, pas seulement aux candidats, bien avant les élections. Cela permettra à chacun de faire les vérifications qu'il faut. Allons dans la transparence. À ce moment-là, il n'y aura plus de problème de fichier. Il faut qu'on laisse de côté cette question-là, qu'on avance vraiment vers des questions importantes, sinon on n'avancera pas. À chaque élection, on dit que le fichier n'est pas fiable. Et pourtant, lorsque l'élection gagne, bon, on ne soulève pas le problème du fichier. Et ça, c'est valable pour nous et pour ceux qui sont dans l'opposition. Hein, c'est valable pour tous les hommes politiques. On dit toujours c'est le fichier. Lorsqu'on gagne, on ne dit pas que c'est le fichier. Nous, lorsqu'on était dans l'opposition, on avait gagné 2009, mais on n'avait pas dit que le fichier était mauvais. Est-ce que, ouais, on avait gagné Dakar en 2009. On n'avait pas dit que le fichier était mauvais. Voilà. Maintenant,
eux, lorsqu'ils perdent les élections, ils disent que le fichier est mauvais. Moi, je pense qu'il y a quand même un jeu d'enfant dans cette affaire-là. Je pense que c'est infantile ce qu'on est en train de faire ici au Sénégal sur la question du fichier électoral. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut une revue, un audit déterminé, et ensuite la transparence, que les fichiers puissent être en tout cas si les conditions, n'est-ce pas, de respect des libertés individuelles, des droits des individus sont retenus, qu'on puisse faire en sorte que le fichier puisse être consulté par tous ceux qui veulent consulter le fichier et faire les observations qu'il faut à temps avant qu'on aille aux élections. Je crois que ça réglera définitivement le problème. Parce que dans les élections, dans les démocraties consolidées, on ne discute plus de fichier électoral, on discute d'autres choses, mais pas de fichier électoral. Or, nous voulons toujours revenir sur cette question du fichier électoral. Non, c'est pourquoi, en tout cas, je le pense, le fichier n'est pas le problème central pour les élections. Si vous arrivez à faire un travail important sur le terrain, à avoir beaucoup de sympathisants et surtout beaucoup d'électeurs, vous allez gagner les élections, quel que soit le fichier. Sinon, il n'y aurait pas d'alternance. Il n'y aurait pas d'alternance. La revue du fichier, l'audit du fichier du processus électoral va prendre du temps. Vous êtes favorable à cela, oui. Donc favorable à un report des locales. Oui, bien sûr. En réalité, c'est un jeu dans cette affaire-là. Le pouvoir n'était pas très emballé pour organiser les élections. Et l'opposition leur donne l'occasion de le faire. L'opposition se lève et dit, il faut l'audit du fichier. On dit, oui, on prend l'audit du fichier. On dit, ça va durer 3 mois. À ce moment-là, on ne pourra pas... D'abord, c'est le dialogue. Avec le dialogue, on a dit, puisqu'on est en train de dialoguer, attendons de terminer avant de pouvoir organiser les élections. Après, on dit maintenant, il faut auditer le fichier. Ça, c'est l'opposition. Le pouvoir est d'accord, on audite le fichier, on a un cabinet. Les gens vont commencer, je crois, la semaine prochaine, pour 3 mois. Ça veut dire qu'on ne peut pas organiser les élections à la date issue en mars. Il faut renvoyer encore les élections. Mais je crois que là aussi, si pour l'opposition, c'est une condition qui leur permet d'aller dans les élections en étant rassurés, qu'on a un bon fichier, je crois que c'est une bonne chose. Pape Dembassi, oui. Constitutionnaliste, secrétaire général de UDF Mbolomi, les locales, vous l'avez dit, avec Dakar, dont on annonce la suppression, la ville en tous les cas. En mars 2020, dans une interview dans le journal Le Quotidien, vous disiez cela. Dakar peut bel et bien avoir un statut spécial sans toucher à l'élection du maire. Aujourd'hui, quand on agite la suppression des villes dans le cadre de la réforme du Code général des collectivités territoriales, vous dites quoi? C'est pertinent? Écoutez, moi, mon problème, c'est que je ne sais pas exactement ce qu'il y a derrière. Comme j'ai entendu simplement dire qu'on va supprimer les villes. Alors, lorsqu'on dit on supprime les villes, c'est ambigu. C'est ambigu. Parce que la ville, du point de vue de la décentralisation, c'est une commune. Parce que vous savez, la décentralisation est apparue dans les zones urbaines. Et ce sont les villes qu'on appelait des communes, qu'on avait érigées en communes. Ville, donc réalité géographique et humaine, qu'on érige en commune. Ça veut dire maintenant on donne un statut juridique. On a une assemblée communale ou municipale et un maire qui est élu. Donc la décentralisation a commencé dans les zones urbaines par les villes, et les villes on les appelle des communes. Alors ce qui s'est passé, c'est que dans notre pays, c'est pourquoi je dis c'est ambigu, dans notre pays, pendant longtemps, les villes ont toujours été des communes avec leur conseil municipal, etc. Il n'y a jamais eu de problème particulier. C'est en 1996 que l'on a décidé de créer ce qu'on appelle des communes, n'est-ce pas, d'arrondissement, qui n'étaient pas de véritables communes, n'est-ce pas, qui n'avaient pas une personnalité morale, et qui d'ailleurs correspondaient, de plein exercice. Et qui correspondaient, voilà, pas de communes de plein exercice, qui correspondaient un peu aux coordination du Parti socialiste de l'époque, tout le monde le sait. Voilà, les 19 de Dakar, les 19 de Dakar, voilà. Donc pour dire que c'était politicien. Alors, mais ensuite, on a considéré que ces communes d'arrondissement vont être coiffées par une commune spéciale qu'on appelle la ville. Voilà, la ville qui est une commune de communes. Est-ce que vous voyez? Alors c'est ça qui s'est passé. Mais à ce moment-là, les communes d'arrondissement n'étaient pas vraiment de véritables collectivité territoriale et tout était concentré au niveau de la commune de Dakar, ville de Dakar. Voilà. Mais avec la décentralisation 2013, donc l'acte 3 de la décentralisation, on a décidé de communaliser de façon intégrale. Ça veut dire que
toutes les communautés rurales vont devenir des communes. Et les communes d'arrondissement vont devenir de véritables communes. Alors ces communes d'arrondissement devenant de véritables communes sont là. Et on a dit que la ville maintenant va devenir une mutualisation. Oui, ce n'est plus comme en 1996 la commune de communes, c'est devenu une mutualisation. On dit maintenant, les communes d'arrondissement sont là, maintenant au niveau de la ville, on mutualise. Alors ce qui veut dire que les communes d'arrondissement vont avoir aussi leur propre budget, vont avoir leurs propres organes de décision et tout ça, et cela peut avoir des incidences particulières. Alors c'est ça qui peut poser problème et qui peut amener les uns et les autres à discuter la question de savoir s'il faut revenir ou non là-dessus. Moi, je pense personnellement qu'il y a plusieurs solutions. Alors, la première, c'est de dire il n'y a plus de communes de ville. Parce que si vous regardez dans le Code général des collectivités territoriales, il y a une quinzaine d'articles qui concernent les communes les villes. À ce moment-là, Dakar, il n'y aura que des communes d'arrondissement. Dans les autres, il n'y aura que des communes d'arrondissement. Ou bien on fait le contraire, on dit les communes d'arrondissement, on les supprime et maintenant la ville devient la seule commune. Ou bien on peut faire comme dans d'autres pays, la ville c'est la commune, mais on crée des districts au sein de la commune pour permettre une gestion rapprochée des populations. Puis c'est une ville très grande, une mégalopole, il est difficile d'avoir une gestion décentralisée importante, puisqu'on ne décentralise vraiment que lorsqu'on gère de près. Alors à ce moment-là, on peut avoir des districts. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a certaines villes qui sont des villes historiques et qui veulent garder, n'est-ce pas, cette particularité. Comme Dakar, ville capitale. Dakar, ville capitale, ou même Rufisque, plus exactement, qui est vous savez, lorsqu'on regarde l'histoire de la décentralisation au Sénégal, les premières collectivités, c'est Saint-Louis et Rufisque, n'est-ce pas, ensuite Gorée, Dakar, etc., qui sont arrivés dans les années 1880-1887. Alors donc, il y a cet héritage historique qui fait que certains ne veulent pas que ces villes, en tant que villes, disparaissent comme régime, n'est-ce pas, communal. Et ils préfèrent qu'on puisse le garder. Ça, on peut le comprendre. Mais ce qu'il faut, c'est que dans un pays, et ça que je termine avec ce que je disais tout à l'heure, on peut avoir des communes qui peuvent avoir un statut spécial. Vous plaidez pour un statut spécial pour Dakar, par exemple? Un statut spécial, voilà. Parce que Dakar avait toujours eu un statut spécial. C'est seulement en 1990 que l'on a décidé que Dakar va avoir le même statut que les autres, mais il y a toujours eu un statut spécial. Au début, c'était un administrateur municipal, n'est-ce pas, plus tard un maire. Mais ce qu'il faut, c'est que même lorsque Dakar il y avait un maire, le statut spécial, parce que le territoire de Dakar correspondait au département. Est-ce que vous voyez? Alors ça pose problème. Alors c'est pourquoi c'est une réalité. C'est pourquoi je pense qu'il faut plutôt réfléchi sur un statut spécial pour Dakar en particulier. Je me suis posé la question de savoir pourquoi créer des communes d'arrondissement à Thiès. Pourquoi en créer à Rufisque? Je ne pense pas que la densité de la population, le niveau fait des infrastructures le nécessite réellement, si ce n'est pour des raisons de découpage politique. C'est que moi je récuse lorsqu'on est en matière de décentralisation. À mon avis, il y a peut-être que Dakar qui pourrait le faire, et les communes, n'est-ce pas, de Pikine, Guédiawaye, n'est-ce pas, sont des communes qui se développent. Là aussi, il faut réfléchir sur la meilleure solution de retrouver un statut qui soit adapté à la gestion. Parce que ce qui est important, c'est d'arriver à gérer, n'est-ce pas, les affaires de la commune par des organes non seulement compétents, mais efficaces. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps. On débat ces derniers jours le financement des partis politiques, cela à la faveur d'une campagne de levée de fonds du parti PASTEF de Ousmane Sonko. Le ministre de l'Intérieur a sorti un communiqué pour rappeler aux acteurs la loi 89-36 du 12 octobre 1989. Qui a tort, qui a raison, se pose en tous les cas la problématique de la participation des Sénégalais de la diaspora au financement des partis politiques dans lesquels ils militent. Le vote des Sénégalais de l'extérieur est postérieur à cette loi. Il a commencé à la suite du code consensuel de 92. L'esprit de ce code
et qu'ils puissent financer leur parti. Mais l'esprit peut-il faire occulter, professeur, la loi, même si pour beaucoup, cette loi est obsolète? Oui, bon, je dois tout commencer par dire que je suis d'accord avec ceux qui disent que cette loi doit être revue, parce que la loi, en réalité de 81, a des antécédents. Déjà une loi de 64 du temps du président Senghor et la loi de 81. C'est des lois qui étaient plus des lois répressives que des lois progressistes. Parce qu'en réalité, on voulait surtout, comment dire encore, encadrer de façon rigoureuse les partis politiques. Nous-mêmes, lorsqu'on était à l'opposition du temps de Senghor, on dénonçait cela. Du temps du président Diouf également, on dénonçait cela. Ça, c'est la première chose, c'est des textes qu'il faut revoir. Je crois que dans le cadre de la modernisation de notre démocratie, il faut revoir ce texte, il faut le modifier, il faut l'adapter à la situation. Maintenant, puisque ce texte existe, il faut l'appliquer. Il faut savoir qu'il y a deux choses. Il y a le financement privé des partis et le financement public. J'ai entendu dans la presse beaucoup invoquer le rapport de mon collègue et ami, très ami, c'est un ami personnel, mais lui il parle du financement public. Ça, c'est lorsque l'État décide de financer les partis politiques. Maintenant, on peut partir de là pour dire maintenant il faut un financement public. Et la question qui est agitée, c'est le financement privé. Et dans le financement privé, qu'est-ce que la loi dit? La loi dit en gros que ce sont les cotisations des membres sympathisants nationaux, je dis bien nationaux, et les produits des manifestations qui doivent financer les partis politiques. Et qu'il est interdit à tout parti politique de recevoir des subsides de l'étranger ou d'étrangers établis au Sénégal. Alors ça veut dire concrètement qu'on ne peut pas, sur cette base-là, considérer que les Sénégalais établis à l'étranger ne sont pas des nationaux. Ce sont des nationaux puisque le texte parle de nationaux. Donc ce sont des nationaux, ces personnes peuvent bien sûr participer, et ce qui est tout à fait normal, puisque ce sont des militants du parti qui se trouvent dans une zone particulière. Donc ce sont surtout les étrangers qui sont concernés. Parce que ce qu'on veut éviter, c'est que des étrangers n'utilisent les partis politiques pour déstabiliser le pays. Et on se dit maintenant, surtout avec le pétrole, tout ça, etc., il y a des risques pour cette question. Pourquoi il faut, à mon avis, sur cette question-là, se dire d'où viennent les fonds. C'est ça la question. Quelle est la source? Si la source est simplement une source nationale, il n'y a pas de problème. Maintenant, si la source n'est pas nationale, alors il y a un problème. Alors, le danger, justement, c'est de pouvoir, lorsqu'on fait une levée de fonds, de maîtriser tout ce qui entre et de pouvoir avoir, comme dit certains, la traçabilité de tout ce qui entre. Or, c'est ça le problème. Et maintenant, la troisième chose, on demande aux partis politiques, je trouve ça ridicule, de déposer chaque année, le 31 décembre plutôt, le compte financier. Je trouve ça ridicule. Je crois que ça n'a aucun sens parce qu'ils n'auront aucun moyen de contrôler ce compte financier des partis politiques. C'est pourquoi il faut, à mon avis, revoir cette loi. Professeur Pape Dembassi, vous êtes constitutionnaliste agrégé en droit administratif. Vous faites partie des rédacteurs de la Constitution de 2000 ans. Aussitôt après l'élection de Macky Sall en 2019, aussitôt après sa réélection, la possibilité ou non d'une troisième candidature du patron de l'APR occupe le débat public. À la lecture de la Constitution qui a été réformée en 2016, y a-t-il matière à épiloguer sur le sujet? Bon, je voudrais peut-être préciser une chose. Lorsque vous vous présentez, vous êtes toujours agrégé en droit administratif, ça n'existe pas. On est agrégé en droit public. Tout court. La précision est bonne. Voilà, c'est agrégé en droit administratif. Maintenant, on peut être spécialisé en droit administratif si on décide, ou bien spécialisé en droit constitutionnel ou en droit international public. Maintenant, je voudrais vraiment dire sur cette question quelque chose de très clair. Alors, c'est dans ces locaux, avec quelqu'un qui n'est plus avec vous, qui m'avait interviewé à l'époque, que j'avais dit que le président Wade ne pouvait pas prendre un troisième mandat. C'est à partir de ce moment-là que tout a été déclenché. Parce qu'avant, d'autres le disaient. On ne disait rien du tout. Et lorsque moi je l'ai dit, ça a déclenché beaucoup de choses. Parce que j'étais membre de la commission de réforme de la Constitution et ma profession également me le permettait de le faire. Donc il y avait l'autorité qu'il faut
Alors c'est pourquoi je vous conseille de ne pas vous amuser avec l'autorité scientifique. Alors, si vous me demandez de donner un point de vue tout de suite, ce qui va se passer, c'est que n'importe quel tartampion va se lever et va dire non, je ne suis pas d'accord, je suis cela. Alors qu'il n'en sait absolument rien du tout. Nous, dans notre profession, il y a une hiérarchie. Dans notre profession, il y a des gens qui ont l'autorité, qui peuvent dire un certain nombre de choses, et qui, lorsqu'ils le disent, c'est que le problème va être réglé. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est un problème politico-juridique ou juridico-politique. Alors, il y a des personnes qui ont intérêt à ce que le débat soit soulevé. Il y a d'autres qui ont également intérêt à ce que le débat soit soulevé, et les deux pour des raisons différentes. Les premiers ont intérêt parce qu'ils ne veulent pas que le président se représente. Les autres ont intérêt parce qu'ils veulent que le président se représente. Alors moi je dis, moi, avec la position que j'ai, je ne peux me prononcer que lorsque le président de la République se sera prononcé. Et je veux ça que vous le notiez bien. Lorsqu'il dira je suis candidat ou je ne suis pas candidat, alors Georges Déthié Diop, appelez-moi immédiatement et je viens ici. Donc vous faites comme Macky Sall. Je vous dis votre point de vue. Vous faites comme Macky Sall, ni oui ni non pour le moment. Pas du tout. J'ai une position, mais je dis je ne me prononce que tant que le président se prononce. Parce que pour moi, c'est une diversion à l'heure actuelle de se prononcer sur la question. Et je ne veux pas être manipulé. Je ne sais pas pourquoi on soulève la question, quels sont les objectifs qui sont visés par ceux qui soulèvent cette question. Je ne parle pas des journalistes, hein. Il faut qu'on s'entende très bien, parce qu'ils soulèvent cette question. Alors c'est pourquoi je dis, si je dis quelque chose, ça va avoir un impact. Je le dis très clairement. C'est pourquoi je ne le dirai que lorsque le président sera prononcé. Il faut vraiment qu'on soit clair. Mais à ce moment-là, ça aura un impact sérieux. Mais là, qu'est-ce que ça va faire? Comme je vous dis, n'importe qui va se lever et dire ouais. Une disposition transitoire dans la réforme de 2016 aurait-elle fait l'affaire comme ça a été le cas en tout cas en 2001? Maintenant, techniquement, ce que je veux vous dire, c'est la chose suivante. Il faut distinguer le changement de constitution et la révision de la Constitution. En 2001, c'était on a changé de Constitution. En 2016, on a changé la Constitution. Est-ce que vous voyez, lorsqu'on change de Constitution, on prévoit des dispositions transitoires parce qu'on passe d'un régime juridique déterminé à un autre régime juridique déterminé. Est-ce que vous voyez, un ordre juridique déterminé à un ordre juridique déterminé. Lorsque l'on change la Constitution, on est dans le même ordre juridique. On n'a pas besoin de dispositions transitoires. Maintenant, le reste, c'est de faire en sorte que la disposition soit assez précise pour qu'il n'y ait pas d'interprétation particulière. Voilà. Et ça a été le cas en 2016? Non, ce que je dis en 2016, c'est qu'on a modifié la Constitution, n'est-ce pas? On a modifié la Constitution et on a apporté, n'est-ce pas, une nouvelle rédaction de l'article 27, j'ai dit, on n'avait pas besoin en fait de dire transitoirement, etc., parce qu'on est dans la même Constitution. Dans le même texte. Dans le même texte, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc je parle de questions techniques, pas de questions politiques, mais de questions techniques. Donc on est dans la même Constitution, on n'a pas besoin de dispositions transitoires. Ce que je dis maintenant, c'est que lorsqu'on écrit un texte, on peut l'écrire de façon très claire et très nette. On peut l'écrire aussi d'une certaine façon et ça peut donner lieu à des interprétations. Et souvent, celui qui a le dernier mot en matière d'interprétation, c'est le juge constitutionnel et qui va dire ce qu'il pense de la question. Par exemple, vous prenez la constitution du Bénin, ils disent le président a un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Dans tous les cas, ils disent dans tous les cas, le président ne peut pas prendre de mandat. Donc, chacun peut rédiger comme il veut sa constitution, mais le problème, comme je dis, s'il s'agit de dispositions transitoires, ce n'est pas vraiment le débat. Merci, professeur Pape Dembassi. Merci d'être venu dans le grand jury de RFM. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le fédéralisme, UDF Mbolomi, spécialiste en droit constitutionnel, agrégé des facultés de droit, agrégé de droit public, voilà, pour être plus clair. Merci de nous avoir suivis. Excellent dimanche à toutes et à tous.